Effectivement, c'est démocratie féministe, démocratie directe, écologique, paritaire et qui est surtout basée sur euh, la coalition, sur la communion des peuples, des croyances. Euh, euh, c'est un projet qui est mis en place, qui est actuellement en pratique malgré la guerre, malgré les bombes qui explosent à quelques mètres. Et c'est une alternative aussi au projet d'État-nation qui prévoit une seule langue, une seule culture, un seul drapeau, donc l'assimilation des autres, l'assimilation, l'effacement des différences, alors que là, c'est l'affirmation des différences et de pouvoir vivre ensemble avec nos différences, avec nos distances, ce qui est une richesse pour les peuples, pour les gens, pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est vrai que ce sont les femmes qui sont le moteur de cette révolution. C'est pour ça que nous les Kurdes, mais pas seulement nous, puisqu'il y a les forces démocratiques syriennes parmi lesquelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des Arabes, des Syriaques, des Turkmènes, des Arméniens, des Yézidis, d'autres communautés culturelles et cultuelles qui disent que c'est une révolution féminine et féministe. Ce sont les femmes qui sont vraiment les moteurs de cette révolution et elles ont lourdement payé puisque il y a eu des milliers de jeunes femmes qui sont tombées dans cette lutte pour défendre le Rojava, mais aussi pour aller défendre Manbij, pour aller défendre Raqqa, pour aller défendre des villes qui n'avaient rien à voir avec les Kurdes. C'était des villes soit d'Arabes ou d'autres minorités ethniques et culturelles. Donc, c'est bien un projet pour enlacer les autres, ce qui est donc, je disais, un alternatif à l'État-nation qui divise, qui, euh, qui met toujours en avant l'animosité des différences ou des distances des uns contre les autres. C'est aussi ce projet gêne aussi les nouveaux appétits impériaux. C'est aussi pour cela que hier, ceux qui applaudissaient les Kurdes comme étant les vaillants combattants, les seuls vaillants combattants au sol, des forces, la coalition composée de 80 pays applaudissait les Kurdes. Les Kurdes étaient ceux qui défendaient l'honneur et le survie de l'humanité. Aujourd'hui, ces mêmes forces qui ont collaboré avec les Kurdes, avec les combattants kurdes sur place, qualifient ces mêmes Kurdes ici en Europe, en France, de terroristes, d'organisations terroristes et des opérations sont menées contre les Kurdes. Les Kurdes sont encore une fois criminalisés. Mais il faut se dire, certes, la révolution du Rojava survit malgré toutes les attaques, car ces femmes, on a dit que c'était une révolution de femmes, une révolution menée par les femmes, ces femmes qui ont brisé les chaînes du patriarcat, ces femmes qui ont brisé les chaînes du féodalisme, du sexisme, vous ne les retournerez jamais chez eux à s'enfermer entre quatre murs. Ces femmes vont résister jusqu'au bout. Soit c'est la liberté, soit c'est la mort. Malheureusement, c'est leur slogan. On ne peut pas, une fois qu'on a goûté à la liberté, une fois qu'on a découvert ce que c'est de décider de son propre destin, de son propre avenir et devenir, on ne peut pas retourner entre quatre murs et accepter de nouveau être emprisonné. C'est contre nature. Donc les femmes kurdes vont résister, vont continuer. Ces femmes aussi qui ont pris l'exemple sur les femmes kurdes, notamment des femmes arabes, syriaques, arméniennes, qui ont formé, elles aussi, leur armée d'autodéfense, ne retourneront plus jamais dans leur geôle
embellis dans leur jeu familial. C'est une chose qui n'est pas acceptable, qui est contre nature. Hein. Quand on réfléchit, on a découvert ce que c'est la liberté, ce que c'est que le savoir, parce que ces femmes ne manient pas que les armes, elles découvrent aussi les moyens de manier l'intelligence, la réflexion qu'elles ont dans leur esprit en faisant des formations dans des universités qui ont été créées, des universités populaires qui ont été créées pour former les femmes, pour former à tous les rangs de la société les gens à pouvoir avoir une réflexion, avoir une position et pouvoir réfléchir d'elle-même. Donc, cette révolution va continuer quoi que ça coûte. On le dit toujours, soit on va résister et vivre debout, soit on va mourir mais debout. Donc, il n'y a pas malheureusement 36 alternatifs. Il y a un siècle pour des appétits impériaux, pour partager les richesses du territoire kurde, notamment on parle du pétrole, mais ce qui est actuellement le plus important, c'est la guerre de l'eau. On oublie de le dire, la Turquie abaisse drastiquement le débit de l'eau, condamnant les habitants de la région du Rojava, du nord et de l'est de la Syrie à la soif. Ceci est un crime de guerre. Ça serait ailleurs. Tous les défenseurs des droits humains, tous les défenseurs des droits des peuples, tout le monde s'indigne, d'accord, tous s'indignent, hein, de toute manière, dès qu'il y a quelque chose envers les Kurdes, tout le monde s'indigne, mais agirait, alors qu'ici, il y a une silence total, et nous avons même entendu par des sources assez sûres que ici, les médias avaient été plus ou moins briefés, pour ne pas dire grand-chose, sur ce qui se passe concernant les Kurdes. Et donc, tout cela montre la duplicité, la dangerosité de ce qui se passe au nord, à l'est de la Syrie, au sud Kurdistan, sur la région autonome où la Turquie mène une guerre en utilisant des armes prohibées, interdites, notamment du phosphore blanc. Et cela a été acté, ça a été confirmé par des laboratoires internationaux qui ont confirmé, donc ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et civils sont visés. Et cette guerre de l'eau, le fait que la Turquie baisse drastiquement ou coupe le débit de l'Euphrate et du Tigre n'émeut personne. Et ça, c'est vraiment une chose qui est inacceptable, car en période de Covid, en période où on dit lutter contre ce nouvel danger qui guette l'humanité, qui est le Covid-19, je dis le Covid parce que là aussi c'est la Covid, non, le Covid-19, et couper l'eau, assoiffer des civils, les pousser dans des situations dramatiques d'hygiène est un nouveau crime de guerre, parce que ça, on peut les comptabiliser. Et là, pareil, à part que quelques responsables politiques se sont émus de la situation, personne n'a rien fait, alors qu'il y a des traités internationaux qui peuvent être mis en application et amener la Turquie à faire pas en arrière, notamment dans la guerre de l'eau. Ben, la situation, elle est assez grave, puisque non seulement la Turquie s'attaque aux Kurdes sur le plan, ceux qui agissent, ceux qui luttent sur le plan démocratique, notamment le Parti démocratique des peuples.
envers lequel un procès avait été intenté et l'acte d'accusation a été accepté. Donc, il y a un projet de dissolution du Parti démocratique des peuples. Non seulement il y a, enfin, c'est pas un projet, c'est une intention bien délibérée, puisque les politiques en Turquie sont juges et tribunaux, et en même temps, il demande une interdiction de vie politique pour plus de 500 dirigeants, activistes, donc de cette façon d'empêcher la formation d'un nouveau parti avec des activistes ou des personnalités politiques ayant de l'expérience. Vu que avant le HDP, il y a eu plus d'une dizaine de partis qui ont été interdits, qui ont été dissous, et à chaque fois, les partis pro-kurdes, progressistes sont revenus en force. Donc, il y a ce procès qui est extrêmement grave. C'est une atteinte flagrante à la liberté d'expression, à la liberté de s'organiser. En même temps, il y a quelques jours de ça, il y a eu une attaque envers le bureau du HDP de la ville de Izmir, et une jeune femme, Deniz Poyraz, a été exécutée de 6 balles dans la tête par un ex-militant qui revenait de Syrie, dont lui-même sur ses partages sur les réseaux sociaux avait partagé des images de lui avec des armes à proximité de bases militaires, voire des renseignements turcs à proximité de Manbij. Donc, cela met bien en évidence que ce n'est pas un déséquilibré comme on essaie de le faire croire. Et de plus, le président du MHP, du parti qui est l'allié au gouvernement du Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli, a qualifié cette militante assassinée de militante du PKK sans armes qui enverrait des militants dans les montagnes et tout, pour te dire que il s'est proclamé juge et tribunal et a mené des accusations contre une jeune femme assassinée sans le moindre preuve. De ce fait, cela met bien en évidence l'état de la justice et l'état de la délabrement politique en Turquie. De l'autre côté, il y a une attaque depuis le 23 avril 2021 dans la région du Sud-Kurdistan, c'est-à-dire du Kurdistan irakien. Pourquoi le 23 avril? Eh bien, le 24 avril, c'est la date de la commémoration du génocide arménien. Donc, c'était pour donner un signal fort. C'est une politique, une tentative, une opération d'extermination, de génocide envers les Kurdes. Et malheureusement, avec la collaboration de certains dirigeants locaux de la région autonome du Kurdistan, un clan familial. On ne met pas tous les acteurs du nord du région autonome du Kurdistan dans le lot, parce que ce n'est pas le cas. Il y a eu des Peshmerga qui ont démissionné, d'autres qui font des déclarations pour ne pas tomber dans une guerre fratricide au bénéfice de l'armée et de l'État turc. Il y a des attaques sur le Rojava, notamment il y a eu plusieurs bombardements sur le camp de réfugiés de Marmour, qui se trouve aussi dans la région autonome du Kurdistan. Ces réfugiés qui sont réfugiés là sont des gens qui ont fui la ville de Cizre dans les années 90 suite à la destruction, suite à l'attaque et à la déshumanisation de leur ville et de leur village. Donc, ce sont des réfugiés politiques, et le HCR, qui est le Haut Commissariat responsable des réfugiés, dont ce camp dépend, n'a émis aucune réaction. Et cela montre bien qu'il y a un nouveau projet à la veille de 2023
qui est la date fatidique du traité de Lausanne, qui avait abouti au fait que les Kurdes se retrouvent sans statut. Donc, il y a de nouveau un modelage, de nouveau un traçage des frontières, de partage des territoires. Et la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, est encouragée sur certains points, notamment sur l'attaque sur les Kurdes, et freinée dans d'autres projets expansionnistes. Donc, de ce fait, les Kurdes, hier comme aujourd'hui, n'ont pas d'autre alternative que de résister et appellent surtout à la conscience, à l'éthique de l'opinion publique avant tout, et à l'éthique de certaines politiques qui voient que le peuple kurde est sur le point de se faire de nouveau massacrer. On brade encore une fois la volonté, la détermination, le droit du peuple kurde à exister, à des intérêts politiques et politiciennes au fait que la Turquie contient quelques millions de réfugiés et au fait que l'Occident préfère que ce soit la Turquie d'Erdogan qui ait la main mise sur le Moyen-Orient plutôt que l'Iran. C'est vrai qu'un monstre vaut l'autre, hein, il n'y a pas mieux, mais ce que l'Occident ne se rend pas compte, c'est que Erdogan est 10 fois plus dangereux que l'Iran, puisqu'il détient des milliers de djihadistes qui sont à son service et qu'il utilise à son gré pour s'attaquer aux Kurdes, pour s'attaquer aux Arméniens, pour s'attaquer à l'Europe. Le jour où il y aura le moindre critique de sa politique, il n'hésitera pas à envoyer ses djihadistes en Europe et en Occident. Simplement une dernière remarque, il faut que les gens se rendent compte, pratiquement toutes les attaques qui ont eu lieu en France, en Europe ou ailleurs, tous ces djihadistes étaient passés par la case Turquie. Et ça, je pense que c'est aux Français et aux Françaises de se rendre compte à quel point Erdogan est dangereux pour notre démocratie ici en France, mais aussi pour le survie des peuples comme les Kurdes, les Arméniens, les Libanais, les Syriens, Arabes, Turkmènes, Syriaques, tous ces peuples qui ne demandent qu'à exister et à vivre.